Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. C'est parti jusqu'à 21h et je salue Jean-Claude Dacier. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Journaliste et chroniqueur politique. Bonsoir William Tay. Bonsoir Pierre. Fondateur du think tank Le Millénaire. Et bonsoir à vous Frédéric Dabi. Bonsoir. Directeur Bonsoir, général de l'opinion à l'IFOP. Je le disais, c'est assez étonnant, Emmanuel Macron s'exprimant sur la natalité, sur la GPA, dans le journal Elle, et puis plus généralement sur les sujets de société. On a beaucoup reproché au président de la République d'être pas très disert, en tout cas quasi muet, presque, sur ces sujets-là, depuis sa campagne en 2016. Oui, vous avez raison, c'est pas des sujets de prédilection chez Emmanuel Macron, rien à voir avec un François Mitterrand qui parle de la peine de mort en 81 ou un François Hollande qui annonce la loi pour le mariage et l'adoption des couples de même sexe en 2012. Il a quand même fait des pas, Pierre, puisqu'il a parlé de la fin de vie et dans quelques jours, on va voir ce sujet qui implique tous les Français, qui même les passionne, qui va rentrer dans son chemin législatif. C'est vrai que ce qu'il a dit sur la fertilité, sur la natalité, c'est en continuité avec ce qu'il a dit lors de sa conférence de presse au mois de janvier, sur le réarmement démographique. Et puis il a réaffirmé, vous l'avez dit, son opposition à toute autorisation légale de la GPA. Oui, réarmement démographique, c'est presque, on se croirait presque en état de guerre là. On a besoin de monde, on a besoin de personnes, on a besoin de Français. Comment est-ce que vous traduisez ça, Frédéric Dabi ? C'est en continuité avec d'autres types de réarmement. Il avait parlé du réarmement de l'école, du réarmement de la santé. Ce type de phrase de réarmement démographique, ça parle pas beaucoup aux Français. Ça a, au contraire, mobilisé une partie de la population jeune féminine contre lui. Il y avait eu une enquête IFOP dont on avait parlé ensemble où on avait eu un tiers des jeunes femmes de 18 à 35 ans qui ne souhaitaient pas avoir d'enfants. Il y a eu tout un discours qui a fait, si je puis dire, système avec ses propos sur Gérard Depardieu, sur Emmanuel Macron, qui se mêle, si je puis dire, de la vie des femmes. Mais bon, la question de la démographie, c'est une question très importante. C'est une manière aussi de mettre à distance tout ce discours, tout cet imaginaire très prégnant chez les Français sur le déclin du pays, qui se cristallise moins sur la natalité que sur l'école et sur la santé, à savoir l'hôpital. Merci d'avoir passé une tête dans Europe 1 Soir. Merci Frédéric Dabi, directeur général de l'opinion à l'IFOP. Jean-Claude Dacier, ça vous étonne cette prise de parole d'un coup, d'un seul ? Pas du tout, non. Pas du tout. Il me semble, Frédéric Dabi est peut-être encore avec nous, il me semble que l'électorat féminin commençait à le déserter un peu. Toute une partie des électeurs qui traditionnellement le soutenaient il y a quelques années sont partis, notamment à cause de la déclaration, j'imagine, qu'il avait faite sur Depardieu. Donc ça m'étonne pas qu'il contre-attaque, si j'ose dire, ou qu'il essaie à nouveau de séduire cet électorat-là en donnant une interview dans Mais il n'était pas obligé d'aller dans des détails, j'allais dire de... Ça, c'est sa nature, cher camarade. Mais ça commence pas par là. Si ça avait été sur Depardieu, il aurait pu commencer sur MeToo, sur Depardieu, et puis ça reste là. Là, on a quand même la congélation des ovocytes, tout un plan contre la fertilité, le devoir du père, sur la parentalité. C'est plus juste, pour les familles monoparentales, un droit d'aller voir ses enfants, mais un devoir, parce qu'on peut pas laisser les enfants grandir sans père. Et puis il y a une histoire. On peut appeler ça se disperser. Tu as raison. On peut appeler ça se disperser. Et en même temps, il est prudent parce qu'il dit et répète qu'il ouvre un débat. Un de plus. C'est un peu la Macronie, parce que sur la GPA, par exemple, il n'y est pas favorable. Il dit pas, je suis contre, c'est pas digne, il n'est pas question d'eux. Oui, il n'y est pas favorable. Il est d'une prudence de lynx, on le connaît bien, et puis il avance précautionneusement. Néanmoins, encore une fois, je pense que dans cette démarche, il essaie de reparler à un électorat féminin qui, petit à petit, était en train de s'interroger à son propos. William Tay, premier point. Le chef de l'État se trompe sur ces questions parce qu'il est à contre-courant du grand mouvement historique. Le premier grand mouvement qu'on a dans les sociétés anglo-saxonnes et plutôt occidentales, c'est celle de la liberté individuelle, celle de l'attractivité, c'est-à-dire que vous pouvez pas contraindre des gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. En fait, il faut être attractif, il faut encourager, inciter, mais ne pas contraindre. Or, le chef de l'État avait un logiciel qui était plutôt libéral lorsqu'il avait été élu il y a 7 ans, en 2017, et aujourd'hui, il y tourne le dos parce qu'il propose des normes, des obligations, en fait, il revient aux inventions. La GPA
là, 66% des Français sont pour, et lui, il dit non. Lui, il dit non. Mais sur cet ensemble de questions, il revient sur un logiciel qui est français classiquement, c'est-à-dire une inventivité énorme en termes de taxes, de normes, etc., pour obliger les gens à se comporter de la manière dans laquelle lui ne voudrait pas. Je pense que c'est la première erreur. Le deuxième point du grand mouvement qu'on a, c'est que dans les mouvements dits du Sud global ou orientaux, on revient plutôt sur une logique de tradition. Ça veut dire que lorsque vous prenez les États comme la Russie, la Chine, etc., ils sont plutôt sur un autre logiciel qui est celui du logiciel anglo-saxon, en opposition, qui revient sur les traditions et porter un projet civilisationnel. Or, Emmanuel Macron, pour moi, se trompe parce qu'en fait, il se met au milieu. En fait, c'est un peu là en même temps. Il fait ni l'un et ni l'autre, alors qu'il faudrait faire soit le mouvement emprunté par les anglo-saxons qui correspond aux grandes mutations des sociétés occidentales et de la jeunesse occidentale qui veut dire mon choix, ma vie, etc. Donc je fais ce que je veux, et l'autre choix qui est porté par d'autres sociétés qui se dit le chemin emprunté n'est pas le bon, donc du coup on essaie de porter un chemin qui est différent, qui est davantage porté sur les traditions, etc. pour dessiner un projet de société. Si par cas vous faites ni l'un ni l'autre, vous êtes perdant des deux côtés. C'est très intéressant ce que vous dites parce que ce matin même aux célébrations pour le 8 mai 1945, il y a eu un échange qu'ont capté les caméras de France Télévisions entre Emmanuel Macron et Yves de Gaulle, qui maintenant est le porteur de tout cet héritage. Et puis dans la conversation qui était pas forcément très, très audible, mais on parlait des affaires étrangères et Emmanuel Macron disait mais vous comprenez, on ne peut pas expliquer aux autres États que on a tous le même logiciel et qu'on doit les comprendre en se disant que ils peuvent penser éventuellement différemment. Et ça, est-ce que c'est pas une évolution dans le logiciel macroniste de se dire est-ce qu'il y a moi j'ai trouvé cette phrase démente, c'est-à-dire que je me suis dit oulala, donc en fait Poutine, donc en fait Xi Jinping qui vient de quitter la France, donc en fait alors que vous le disiez, les démocraties et les premières démocraties, c'était les premières démocraties américaines qui arrivaient dans un État en disant voilà comment il faut penser. Voilà. Et ça a été l'échec au Koweït, ça a été l'échec en Irak, etc. Voilà. Le point qu'il a, c'est que je pense que il avait un logiciel qui était, lorsqu'il arrive en 2017, il avait une vision qui était similaire aux anglo-saxons, comme Tony Blair, comme Bill Clinton, comme Barack Obama, etc. Je pense qu'il a vu que ce monde-là n'était plus adapté au monde actuel parce que, en gros, le monde de Fukuyama n'existe plus. C'est-à-dire que on pensait qu'il y avait une victoire inexorable des démocraties libérales, etc. Et qu'il n'y aurait plus jamais de guerre. Qu'il n'y aurait plus jamais de guerre, etc. Disait bref, finalement, Francis Fukuyama dans les années 90. Ça n'arrive plus. La fin de l'histoire est arrivée finalement la fin de l'histoire de son idée. Ouais. Le point qu'il a, c'est qu'il s'est adapté. Mais je pense qu'il s'est adapté sur les mauvais segments et qu'il emprunte un logiciel parfois qui est proche davantage de celui de Jacques Chirac. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il reprend certaines traditions françaises. En gros, ça veut dire que sur les questions économiques et sociales, il devient davantage rat-soc. En fait, en gros, faut pas bouger, faut pas faire de réformes économiques, il faut davantage augmenter les dépenses publiques et les normes. Et sur la politique étrangère, je trouve qu'il y a des évolutions qui peuvent être intéressantes d'un point de vue compréhension. On voit bien, par contre, que de plus en plus, alors qu'il portait une ligne qui était multipolaire, etc., il porte une ligne qui est plus proche de celle de Jacques Chirac, notamment sur la Russie, sur le Moyen-Orient, etc. Sur l'économie, moi, il me trouble beaucoup parce qu'en effet, nous avons été nombreux à croire que c'était un libéral qui arrivait enfin aux affaires dans ce pays. C'est plus exactement la ligne qui est choisie aujourd'hui et appliquée. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui ? Regardez ce qui vient se passer à la SNCF, c'est extravagant. Extravagant. Non, ça, c'est un vaudeville. Oui, on peut appeler ça un vaudeville. Hélas, on va payer du ministre soi-disant pas au courant, cher ami, on va payer le vaudeville pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, je n'ai pas fait les comptes, alors qu'on a des Jeux Olympiques qui vont donner un peu de travail supplémentaire aux chefs de train, aux cheminots en général, pendant 3 semaines. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui ? Il est plus libéral, il est quoi ? Il est socialiste, Emmanuel Macron ? Il est social-démocrate. Vas-y, lâche-toi. Je ne sais pas, mais si je savais, moi j'ai dit déjà 50 fois à ce micro que je n'étais plus capable de saisir l'insaisissable. Oui, on l'a dit d'ailleurs, on l'a dit ensemble la semaine dernière, donc tout va bien, on est d'accord. Pour revenir sur la famille et sur ces le réarmement démographique, moi ça me fait peur. Le réarmement démographique. Voilà, réarmement démographique, ça me paraît effectivement quelque chose qu'il faut prendre en compte puisqu'on est maintenant à moins de 2. C'est-à-dire que les Français, comment dit-on, les Français nés en France ou les Français de souche, je ne sais plus ce qui est autorisé. Néanmoins, on fait moins de 2 enfants par couple, quand le couple existe encore. Et il y a en effet beaucoup de couples qui se défont très, très rapidement. Et là, son affaire d'obligation, quasiment de réflexion sur le devoir de visite,
je suis d'accord avec toi. Je vois pas la capacité d'abord de contrôle. Regardez ce qui se passe vraiment. Bien. Et cette obligation de l'État qui met son nez partout m'insupporte. Jean-Claude Dacier et William Tay reviennent pour d'autres sujets d'actualité, et notamment ces manifestations pro-Gaza avec des slogans insoutenables. Hier, place de la République, ce sera juste après le rappel de l'info dans quelques instants sur Europe 1. Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Avec cette flamme olympique qu'on va suivre évidemment dans tout cet Europe 1 soir, et on parlait d'Emmanuel Macron, et je disais encore quelques instants avant de parler de ces slogans épouvantables qui ont été entendus hier place de la République. Décidément, je me demande si il faudrait pas réactiver la culture, la pédagogie, expliquer à tous ces jeunes qui, je pense, malheureusement, ne savent pas de quoi ils parlent. Le réarmement démographique, c'est pas, je le disais juste avant la pause et avec le rappel de l'actualité par Maël Hassani, moi ça me fait peur, le réarmement démographique. On a l'impression qu'on va tous en guerre, qu'on va tous mettre des casques lourds et des AK-47 et qu'on va partir en guerre quelque part. William Tay. Je comprends, parce que le monde n'est plus le même que celui qu'on avait connu après celui de la chute du mur de Berlin. On assiste à une grande mutation mondiale qui repose notamment sur une plus grande conflictualité, sur un réveil des empires. Vous avez des empires maintenant qui veulent imposer une domination régionale. C'est le cas de la Fédération de Russie, c'est le cas de l'empire de la Turquie d'Erdogan qui veut ressusciter l'empire ottoman, c'est le cas de l'Iran qui veut redevenir comme l'empire perse, c'est le cas de la Chine qui, Xi Jinping rêverait de redevenir un empereur chinois comme à l'époque des Qing, et c'est également le cas de l'Inde. Donc ça veut dire que ces grands empires-là veulent imposer un monde qui est davantage conflictuel. Or, nous, les Européens, on s'est contenté des dividendes de la paix, on a choisi un chemin qui n'était pas forcément le bon. Et je pense que le discours du président de la République est celui d'encourager et celui de dessiner une vision qui est celle d'un monde qui sera beaucoup plus conflictuel, qui sera beaucoup plus dur, et de préparer les esprits et les Français à pouvoir éventuellement reprendre le combat, non pas pour aller se battre pour faire la guerre, mais pour éviter la guerre, il faut être fort. On l'a vu notamment sur le cas de l'Ukraine, c'est-à-dire que vous attaquez jamais un pays qui est en bon état et qui est en situation de pouvoir riposter. Et aujourd'hui, parabellum. Voilà. Et aujourd'hui, lorsque nous, on se concentre beaucoup sur la conflictualité entre la Chine et les États-Unis, quand on regarde le récit donné par l'ensemble des grands dirigeants de ce monde, il y a une zone faible dans le monde, c'est l'Europe, qui est considérée comme le ventre mou de la civilisation mondiale. Et aujourd'hui, je pense que l'objectif de tout dirigeant, c'est de pouvoir réimposer et de montrer qu'on est capable de se réveiller, de redevenir une grande nation. Vous parlez des Jeux Olympiques, et de montrer qu'on est qu'aujourd'hui capable, ce qu'on a fait pendant plus de 1000 ans, c'est-à-dire redevenir une des 5 plus grandes nations du monde, et surtout devenir un phare, un espoir pour l'ensemble d'une civilisation. Et ces mots que vous dites, William Tay, prennent toute leur place alors qu'Emmanuel Macron, et justement à Marseille, il assiste sur le Vieux-Port à cette célébration absolument incroyable, la préparation du chaudron olympique allumé, il me semble, par Jules, qui est à la musique, qui anime toute cette célébration. Le chaudron que l'on voit là sur les images avec des Jean-Claude Dacier, c'est vous qui avez eu l'habitude et qui avez dirigé, c'est un bien grand mot, qui avait dirigé quand même toutes les sports de TF1. Et, c'est vrai, il y a quelques années. Il y a eu quand même quelques célébrations dignes de ce nom, et là c'est assez spectaculaire. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai toujours pas reconnu l'homme qui a allumé le chaudron. Eh ben, c'est Jules, le rappeur. Jules, le rappeur. Exactement. Ça m'étonne pas que je ne l'ai pas reconnu, alors. Écoute,